Ouverture, nous avons Sandrine Derville, donc qui est la vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine en charge du tourisme, et Vincent Bost, le directeur de l'Agence de développement et d'innovation, qui vont vous dire quelques mots et qui vont vous présenter le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine. Merci Marion et merci Laurent Pierre pour l'organisation de cette séquence. Mais écoutez, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, il nous a semblé intéressant de vous présenter en introduction, rassurez-vous, on ne sera pas long et l'objet, c'est pas d'utiliser Vincent et moi la totalité de ce programme Startup pour prêcher la bonne parole, simplement vous dire ce qu'on a voulu faire avec le tourisme là. Nouvelle-Aquitaine. Alors, vous en déjà, puisque j'imagine que certains d'entre vous ont participé aux travaux et aux échanges qui ont permis de le construire, voire ont participé peut-être à l'après-midi sur ce tourisme-là. Un constat qu'on a fait notamment ici, aux rencontres du e-tourisme, mais que moi j'ai pu faire aussi dans mon mandat, entre les différents projets que j'ai pu accompagner. Il y a un vrai besoin de rencontre entre l'écosystème de l'innovation qui est extrêmement riche, foisonnant en Nouvelle-Aquitaine. C'est le cœur de métier, notamment d'ADI, et Vincent l'expliquera mieux que moi tout à l'heure. Et l'écosystème touristique, je pense en particulier aux grands acteurs touristiques. Alors moi, je suis amenée à accompagner les deux. Certains d'entre vous, on a pu les accompagner dans le cadre du programme Tourisme Innovant en Nouvelle-Aquitaine, par exemple. Et en face, je me retrouve parfois avec des hôteliers, des sites de visite. Problème. Alors l'innovation, quand je leur parle innovation, quand je leur dis mais vous connaissez telle solution qui peut peut-être vous aider à moderniser ou à revoir votre parcours client, votre parcours de visite. Oh non, ils ont parfois une vision très classique, ils veulent innover, ils veulent se transformer, mais ils ne savent pas forcément comment. Ils ont besoin de ces rencontres avec l'écosystème de l'innovation. Et donc, on s'est dit, il faut créer cette structure, pas forcément une nouvelle structure qui va venir se rajouter de l'administratif, mais plutôt capitaliser sur les structures existantes. On a un réseau de technopoles hyper dynamique en Nouvelle-Aquitaine. On a des agences régionales, que ce soit sur le plan touristique ou sur le plan du développement économique et de l'innovation, extrêmement dynamiques. On a des acteurs, des fédérations professionnelles qui ont des besoins de transformation également vers un tourisme plus durable. Ça, c'est un enjeu pour nous essentiel dans le cadre de nos politiques générales. Vous avez probablement tous entendu parler de la feuille de route Néoterra. Et c'est aussi une volonté à la fois des acteurs touristiques, des professionnels et des clients. Donc, comment est-ce qu'on les accompagne dans ces transitions? Mais comment est-ce qu'on met vraiment l'innovation au service de ces transitions, au service de cette compétitivité? C'est tout l'enjeu du Tourisme Lab, qui sera un petit peu ce lieu de rencontre, d'animation. Donc, il y aura plein de missions, plein de tiroirs, en fait, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, moi, dans ce Tourisme Lab. Il va y avoir d'un côté peut-être des rencontres plus business à faire avec les professionnels pour identifier leurs besoins, avec vous, avec les startups, avec l'écosystème de l'innovation pour identifier comment est-ce que cet écosystème peut se mettre à leur service, et également des appels à idées. L'enjeu, c'est vraiment peut-être de commencer par des expérimentations sur certains territoires. Et ça, je crois savoir que c'est bien dans votre ADN chez ADI, les expérimentations territoriales, pour ensuite le développer plus globalement à l'échelle de la région ou à l'échelle de certaines typologies d'acteurs. Je pense peut-être aux gros sites de visite qui accueillent beaucoup de flux touristiques, qui pour certains ont eu des difficultés cet été à gérer à la fois les questions de jauge, de flux touristique. L'innovation est forcément un moyen qui peut les aider à gérer tout cela. Enfin voilà rapidement les enjeux. Donc être un petit peu cet animateur de cet écosystème, mais avec vraiment deux objectifs: l'innovation au service de la compétitivité et au service de la transition des entreprises du tourisme vers un modèle plus durable, tant sur le plan environnemental qu'économique d'ailleurs, au demeurant. Et je pense, on a pensé qu'ADI était vraiment l'acteur peut-être idéal, avec tous les autres acteurs de cet écosystème, les technopoles, Unitech, les agences régionales, la MONA notamment,
mais aussi le comité régional du tourisme, les fédérations professionnelles, mais qu'ADI pouvait faire cette animation. Et donc, je laisse la parole, après une petite désinfection, à Vincent pour qu'il puisse vous expliquer un peu mieux que va apporter ADI dans tout ça. Oui, merci Sandrine. Bonjour à tous. Donc, je suis Vincent Boss, le directeur de l'agence ADI Nouvelle-Aquitaine. Oui, vous expliquer en quelques mots la mission d'ADI et voir un peu en quoi le rôle d'ADI va être utile pour déployer ce projet de Tourisme Lab. Donc, en réalité, ADI est l'agence régionale de développement économique et d'innovation. Donc, nous agissons aux côtés de la région. Nous avons, nous aussi, une mission d'intérêt général et nous agissons pour développer le tissu économique de la Nouvelle-Aquitaine, principalement à travers le levier de l'innovation. L'innovation technologique, bien entendu, mais aussi, et de plus en plus, l'innovation non technologique, voilà, qu'elle soit de nature sociale, numérique, organisationnelle. Nous avons une offre de services qui concerne principalement les entreprises. Donc, nous sommes tournés vers les PME, le tissu de PME, mais aussi le tissu de start-up de la Nouvelle-Aquitaine. Mais au-delà de l'accompagnement des entreprises, nous accompagnons également les filières d'excellence de la région, et en particulier le tourisme. Et nous accompagnons également les territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, nous avons une mission régionale. Nous sommes le correspondant régional de Business France. Donc, nous avons une mission d'attractivité, de prospection et d'accueil de projets exogènes sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Et de plus en plus, nous essayons de nous mettre en appui de tous les territoires de la Nouvelle-Aquitaine pour essayer de faire émerger des projets et d'accompagner des projets plus endogènes. Donc, une mission autour de la compétitivité des entreprises, Sandrine l'a dit, une mission autour de la structuration des filières, et d'où notre présence aujourd'hui, et sans doute la raison pour laquelle nous animons le Tourisme Lab, j'y reviendrai, et puis aussi une présence au service des territoires de toute la Nouvelle-Aquitaine. Nous avons également, nous positionnons, et nous essayons de combiner en fait les trois approches, entreprise, filière, territoire, et nous nous positionnons toujours, quasiment toujours, autour des grandes transitions. Donc les transitions numériques, les transitions démographiques, transitions énergétiques et écologiques, particulièrement à l'aune de la feuille de route Néoterra qui a été votée il y a un an par la collectivité régionale. Donc nous nous positionnons au croisement des enjeux d'entreprise, de filières et territoires autour des grandes transitions pour essayer d'accompagner les mutations et la transformation des entreprises et des secteurs d'activité de la région. Donc, on a un rôle très souvent de tiers de confiance. On anime des projets souvent complexes dans des domaines excessivement divers. Le tourisme aujourd'hui, mais on a aussi des sujets excessivement stratégiques autour de l'énergie, du stockage de l'énergie, du spatial, de la santé, de la silver economy. Donc, on a vraiment une approche multisectorielle et une approche multi-entreprise. Mais ça a beaucoup de sens justement d'avoir cette approche globale parce que, vous le savez, je ne vous apprends rien, l'innovation, elle naît aujourd'hui à l'interface des filières, à l'interface des secteurs. Et donc, les projets que l'on porte aujourd'hui au sein d'ADI autour des sujets que je viens d'évoquer, spatial, robotique, santé, énergie, sont sans doute autant d'opportunités de développement pour le secteur touristique, de transfert de technologies, de savoir-faire, de méthodes pour le secteur, pour l'industrie touristique. Et donc, sans doute, de pouvoir accompagner la mutation de ce secteur et finalement au regard du changement de comportement et du changement de l'évolution des besoins des visiteurs et des clients. Donc, nous sommes ravis que la région nous fasse confiance pour animer ce projet. On est très enthousiastes et on va se mobiliser évidemment à vos côtés. Je dis à vos côtés parce que l'idée, ce n'est pas qu'ADI ou même la région, sans doute, gère ce sujet de façon autonome, mais au contraire, et Sandrine l'a bien dit, on va le traiter en partenariat, en associant toutes les parties prenantes. On a un rôle de repérage, de cartographie des acteurs, de mise en réseau, d'animation de communautés, d'accompagnement de projets collectifs, d'expérimentation territoriale. En effet, c'est excessivement important dans beaucoup de secteurs d'activité. Et donc, on va construire ce projet et l'animer avec vous, donc l'ensemble des professionnels du tourisme, les entreprises, les startups, alors celles qui sont nativement présentes sur le secteur du tourisme ou celles qui sont en train de se diversifier vers ce secteur. Et on compte en faire un projet
avec du sens, parce que je pense que ce projet il a beaucoup de sens, et on souhaite en faire un projet qui s'inscrit vraiment dans une dynamique de rebond économique. Voilà, on n'a pas beaucoup parlé de la crise du Covid, mais elle se prolonge malheureusement, et donc on a besoin d'accompagner le tissu industriel pour se diversifier, pour être davantage résilient autour de Néoterra, autour des enjeux énergétiques et climatiques. Et donc voilà, vous pouvez compter sur ADI. Merci beaucoup à la région pour sa confiance et son soutien. Merci aux organisateurs de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer aujourd'hui. Et donc, à votre disposition et à votre service, vous pouvez compter sur nous dans les prochaines semaines et les prochains mois pour faire de ce Tourisme Lab un projet absolument crucial pour la Nouvelle-Aquitaine. Oui, non, effectivement, je me permets de rajouter un tout petit mot, comme le disait Vincent, le Tourisme Lab, il démarre. Donc là, c'est ce qu'on vous propose, mais c'est absolument pas un outil fermé, figé, qui fonctionnera de telle et telle façon, comme la région ou ADI l'aurait arrêté. C'est un outil au service de l'écosystème, de l'innovation et du tourisme, et qui doit évoluer en fonction des besoins de cet écosystème aussi. Donc, demain, après-demain, peut-être que vous voudrez faire évoluer le Tourisme Lab, et n'hésitez pas à le dire et à le faire. C'est ce qu'on a voulu aussi en s'appuyant sur ADI et sur des structures existantes, avoir cette souplesse, pas rentrer dans un énième outil hyper techno et qui ne bouge pas et qui n'apporte finalement pas énormément de solutions à la fois au monde de l'innovation et puis aux professionnels du tourisme. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine Derville et Vincent. Du coup, on va enchaîner avec les présentations. Oui, bien sûr. Vous pouvez assister aux présentations. Alors, je vais inviter à me rejoindre donc Nicolas Martin de l'Office de tourisme du Pays Basque, oui, et les équipes de territoriaux, donc Stéphane Brancard et Vincent Bergeau. Donc, du coup, je te laisse présenter l'expérimentation que tu as menée avec territoriaux et puis voilà, expliquer à l'ensemble des participants ce que vous avez mené, les points faibles, les points négatifs également. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, Nicolas Martin, directeur de l'Office de tourisme Pays Basque. Vous savez, vous ne savez peut-être pas, cet ectoplasme d'Office de tourisme avec 18 bureaux qui recouvrent 95% du territoire du Pays Basque, mais pas les phares que sont Biarritz, Hendaye ou Bayonne, par exemple. Cet Office de tourisme va avoir 2 ans maintenant. Alors, quelques mots sur la réflexion. D'abord, on est toujours en recherche à la fois d'innovation, mais d'innovation agile, c'est-à-dire on n'essaie pas de lancer des grosses usines à gaz qui mettent des années à sortir et qui coûtent des fortunes. Les fortunes, on ne les a pas. Et juste cette année, un petit rappel, nous allons perdre 1 million d'euros de recettes de taxes de séjour grâce à ce satané virus chinois, américain, français ou je ne sais où. Voilà, donc nos capacités d'investissement en matière d'innovation, elles vont être comme dans les entreprises privées, obérées pour pas mal d'années. Et nous comptons donc fortement sur le soutien, notamment de la région Nouvelle-Aquitaine, pour venir nous aider à continuer à innover, sachant qu'on peut aussi innover sans que ça coûte très cher, évidemment, c'est quand même notre objectif. Alors, par rapport au sujet qui nous préoccupe, qui est la cartographie et l'écosystème OpenStreetMap, nous sommes, comme beaucoup d'entre vous, désireux de faire migrer notre modèle vers des solutions qui soient des solutions open source pour plein de raisons. La première, c'est qu'on n'a pas forcément envie de donner tous les mois de l'argent à Google. La deuxième, c'est qu'on n'a pas en plus envie de donner les clés du camion à Google ou à Facebook ou à Twitter ou aux autres ou à Amazon. Et donc, on essaie de trouver effectivement d'aller sur du libre. Alors, le libre, c'est quoi? C'est Wikipédia pour la partie encyclopédie en ligne et c'est OpenStreetMap pour la partie cartographie. Je laisserai après les spécialistes du sujet détailler un petit peu, parce que moi, j'y connais pas grand-chose, et c'est pour ça qu'on est allé chercher des professionnels. L'idée pour nous, au départ, c'était d'avancer sur deux chantiers parallèles, mais qui se recoupent. Le premier, qui est un sujet qui est finalement très lié au numérique, mais qui est le print. On a 18 bureaux et on fait 18 plans de village. Là, je vous ai amené quelques exemplaires. 18 plans de village, on n'en a pas un qui ressemble à l'autre, puisqu'ils ont été faits avec des équipes différentes, à des périodes différentes. Et on avait ce besoin d'harmoniser tous ces plans.
et surtout les harmoniser, mais avec une vision de long terme, c'est-à-dire où est-ce qu'on va chercher la donnée, comment on les présente, et pour que tout ceci soit réutilisable. Et puis le deuxième objectif, c'était évidemment d'utiliser ce fond de carte OpenStreetMap sur des sites internet et sur des outils numériques divers et variés, en réfléchissant bien à l'interaction avec notamment pour ceux qui sont en Nouvelle-Aquitaine, avec l'outil Sirtaki de Tourinsoft, avec peut-être en filigrane une idée même un peu plus radicale. Peut-être que dans quelques années, on pourra se passer de Tourinsoft et avoir directement toutes nos bases de données sur du libre et pouvoir éviter un intermédiaire. Voilà, je vais passer la parole à mes petits camarades de territoriaux. Donc, une fois qu'on s'est dit tout ça, on s'est retrouvé un peu démunis parce que le sujet est très compliqué. Et il se trouve qu'on a des voisins tout près de chez nous qui maîtrisent ce sujet par cœur, c'est territoriaux. Donc, je leur passe la parole. Bonjour. Donc, nous sommes territoriaux. Nous nous sommes créés il y a à peu près un peu plus d'un an maintenant. Et nous accompagnons une quinzaine de territoires en Nouvelle-Aquitaine, autour de Bordeaux, beaucoup dans le sud-ouest, les Landes, un petit peu en Occitanie, et le Béarn et le Pays Basque. Et donc, dans le Pays Basque, on travaille avec l'Office de tourisme du Pays Basque, avec Anglet, avec la station de Bidart, et petit à petit, on crée un maillage de coopération sur le territoire. Alors, notre métier, c'est d'accompagner les territoires, et je dis territoire et pas destination, parce que ce n'est pas la même chose, d'accompagner les territoires pour qu'ils appréhendent cet écosystème et qu'ils apprennent à travailler, à cultiver la donnée. On est des cultivateurs de données dans OpenStreetMap, donc des jardiniers du numérique, et puis effectivement venir faire cohabiter cette nouvelle donnée qui est coopérative avec des contributeurs de tous horizons pour pouvoir l'utiliser avec les données qui proviennent du SIT. Donc on a un fort volet accompagnement stratégique sur comment aborder les outils. Forcément, il faut poser des résultats, notamment en question de cartes, si vous avez des questions, on pourra en parler, et qui nous amène à les proposer à nos clients et aussi à des tiers, aux agences, et notamment par exemple sur le projet qu'on a mené avec Nicolas, il y a l'agence Turia qui utilise notre techno de fond de carte. Voilà. Donc, si vous avez des questions après sur l'écosystème, OpenStreetMap, etc., on va garder 2-3 minutes ou 5, et puis après on est là si ça vous intéresse, parce qu'on pourrait y passer la journée. On va vous montrer un tout petit film d'un travail qu'on a fait à Bidart, et ce qui nous permettra justement de poser la problématique du travail que l'on mène avec l'Office du tourisme du Pays Basque, parce que là il y a un vaste territoire. Non, le film, voilà. Voilà. Nous, ici à l'Office de tourisme de Bidart, on avait identifié plusieurs problématiques. La première, c'est d'avoir un centre-bourg très concentré avec pas mal de petites ruelles et de petits patrimoines à valoriser, et un territoire quand même très étendu puisqu'on a une longue côte de 5 km, un peu de territoire dans l'arrière-pays et des établissements qu'on voulait mettre en avant. Deuxième problématique, c'était un plan en papier qui était un petit peu vieillissant, qui manquait de lisibilité, qu'on avait vraiment besoin de remettre au goût du jour. Donc on s'est intéressé à ce qui se faisait un petit peu autour de nous, et on est entré en contact avec Jérôme de l'Office de tourisme du Seignance, qui avait été accompagné déjà depuis quelques années par l'agence territoriaux sur à peu près les mêmes problématiques. On a pu découvrir tout un univers, notamment celui d'OpenStreetMap. Il y a aussi une dimension collaborative à l'échelle locale qu'on n'avait pas imaginée. On se retrouve aujourd'hui à travailler avec les différents services de la mairie sur justement cette mise à jour des données. Donc ça nous permet d'avoir la possibilité d'afficher des pistes cyclables, des itinéraires de randonnée, des petits sentiers pédestres qu'on ne pouvait pas valoriser auparavant. Là, on est vraiment rentré dans la ville, dans cette maîtrise du terrain, et on se sent aujourd'hui capable de mieux répondre aux vacanciers ou même aux locaux bidartards qui viendront directement à l'Office de tourisme. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises dans le numérique utilisent des fonds de carte qui sont issus d'OpenStreetMap, que le travail de contribution va servir pour la valorisation de notre territoire sur notre site internet, mais également pour tout un tas d'autres acteurs locaux et internationaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui donne une dimension plus intéressante encore à ce travail-là.
Voilà, alors ça c'est le travail type qu'on mène avec des petits territoires, parce que le travail de la donnée se fait à l'échelle de la poignée de main. Donc là, on l'a répliqué à plusieurs endroits, et là on a travaillé un projet nouveau avec l'Office du tourisme du Pays Basque, parce que forcément, il y a une question de passage à l'échelle. Et quand on a un territoire aussi vaste, pour arriver à démultiplier la démarche, c'est compliqué. Donc là, on a décidé tranquillement, comme le disait Nicolas, d'être très pragmatique et de procéder à une phase d'acculturation ensemble. Donc, ce qui nous a amené à former toute l'équipe de management de l'Office et de lancer une expérimentation. Donc, pour commencer à regarder comment on allait travailler pour passer des plans papier qui étaient avec des sources variées, d'améliorer petit à petit la donnée dans OpenStreetMap. Donc, on a travaillé sur trois villages, Ainoa, Asquin et Guétari, avec 3 problématiques de territoire qui sont différentes. On a formé les équipes du bureau. Vincent va dire un mot sur le travail et comment ça s'est passé. Et puis ensuite, on a proposé une première exploitation sur le site web de l'Office du tourisme de notre fond de carte. Tout à l'heure, si on a le temps, on le montrera un peu. Mais ce qui est important, c'est cette phase d'acculturation et d'apprendre à travailler la donnée avec la communauté. Donc tu peux peut-être, Vincent, juste raconter en 2 minutes comment ça se passe. Bonjour. Comment ça se passe? Alors, ça se passe d'abord en formant les gens, donc en prenant du temps à les former à ce qu'est OpenStreetMap, mais surtout ça se passe après dans l'accompagnement. Et ce que ça donne, c'est au quotidien l'usage des outils de la communauté OSM sur comment ça se passe, la contribution à OpenStreetMap, comment on y va, comment ce que l'on est en train de faire est public et visible par tout le monde. Donc ça veut dire aussi lever quelques barrières à des moments, parce que là, je suis peut-être en train de faire une bêtise. C'est peut-être pas très grave. Enfin, donc il y a énormément aussi sur la question de l'acculturation à la collaboration et à un changement de posture qui est pas le changement de posture habituel que l'on peut avoir effectivement quand on est une collectivité ou une structure comme un office de tourisme. Donc il y a cette habitude-là aussi qui est très forte à travailler. Et après, au quotidien, effectivement, c'est du mail, du téléphone, des échanges pour dire « Ah, mais comment est-ce que je cartographie une station de taxi dans OpenStreetMap ?» pour reprendre un exemple. « Ah, mais comment on fait ça ?» Et petit à petit, on rentre. Et là, avec le petit film, par exemple, alors qui n'était pas sur les gens qu'on a accompagnés, mais les 2 personnes que vous avez vues sont maintenant des contributrices à OpenStreetMap. C'est-à-dire qu'elles connaissent la communauté, elles ont contribué, elles échangent dessus, et c'est ce qui s'est passé aussi avec les 3 personnes, même un peu plus de l'OTPB. Voilà. Voilà, donc comment on travaille avec territoire? On travaille en expérimentant ensemble. Cette notion d'expérimentation et d'acculturation est très forte. Et on s'est bien entendu sur la démarche avec Nicolas, qui doit aussi construire l'édifice de ce nouvel office de tourisme. Donc on avance pas à pas. Bon, les prochaines étapes maintenant, suite à cette première expérience, c'est le passage à l'échelle avec 2 pistes de travail. Le premier, c'est probablement internaliser la compétence autour de l'édition de plans, donc apprendre à l'équipe à récupérer les données et travailler à travers les modèles qu'on va leur donner. Donc ça, c'est la première piste. Et puis la deuxième va être d'exploiter sur une station un peu plus les possibilités du fond de plan, de fond de carte interactif, que je montre juste parce que là, on n'est pas là pour faire de la démo. Voilà, ici, voilà. Et ça, c'est un fond de carte qui vectoriel, pour ceux qui connaissent, qui ressemble à d'autres fonds de carte vectoriels que les uns et les autres pouvaient connaître, sauf que on vient y travailler la hiérarchisation des données en fonction de l'intérêt touristique. Donc, on va chercher dans OpenStreetMap la donnée qui intéresse l'offre touristique et pas l'autre, de manière à avoir un fond de carte plus clair. Et surtout, on va travailler la hiérarchisation et apporter aux agences des possibilités de manipulation dynamique du fond de carte, afficher, masquer, des pictos, rendre le fond de carte cliquable, etc. Donc une nouvelle génération de fonds de carte basée sur OpenStreetMap. Et ça aussi, on va l'expérimenter ensemble. Voilà, donc on poursuit l'aventure.
Oui, juste un ou deux mots. D'abord, préciser que par rapport à tout l'écosystème Google, par exemple, au-delà du fait que OpenStreetMap, c'est du libre, c'est surtout que les fonctionnalités sont beaucoup plus larges. Pour vous donner deux exemples, essayez de trouver, quand vous êtes dans Paris, les toilettes publiques, la toilette publique la plus proche en allant sur Google, vous n'allez pas la trouver, tout simplement parce que personne n'aura payé pour que le point il soit tagué pour qu'il remonte. Ça, c'est un exemple. Donc, en milieu urbain, par exemple, les toilettes publiques, c'est quelque chose qu'on fait remonter très facilement, ou les arceaux à vélo, ou des choses comme ça. Tout ce qui est mobilier urbain, ça n'existe pas dans Google. Et deuxième exemple, sur notre territoire, on a aussi beaucoup de nature, et notamment de randonneurs et de trailers. Ben, quand vous êtes en rando pendant longtemps, vous avez quelquefois envie de remplir votre gourde. Quand vous partez courir pendant 2 heures, quelquefois vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez pouvoir remplir la gourde, ben, sur OpenStreetMap, vous pouvez rentrer tous les points d'eau, les sources, etc., les fontaines. Et ça, là aussi, Google aujourd'hui ne le fait pas, pour une raison très simple, c'est que personne paye pour que tous ces points-là ils soient effectivement remontés sur le fond de carte. Donc voilà, pour nous, l'objectif. Et comme toujours, on ne fait pas ce travail uniquement pour les touristes, on le fait avant tout pour les habitants, puisque finalement, qui sont nos premiers randonneurs, nos premiers trailers, c'est nos habitants. Qui sont ceux qui sont en train de se balader en Bayonne, qui ont besoin d'aller faire pipi ou à Saint-Luc, c'est les habitants. Donc toujours ce souci de dire on travaille avant tout pour les habitants. Et si c'est bien fait, évidemment que les touristes vont s'en servir aussi. Et ça, voilà, cet outil-là, on veut aussi l'utiliser dans ces fonctionnalités-là. Chez nous, c'est un chantier tentaculaire. Sur mon territoire de compétence, il y a 152 communes. Alors, renseigner la donnée sur un village, c'est très facile. Sur 152, c'est beaucoup moins facile. Pays Basque, un peu sur ce modèle-là, mais avec qui soit avant tout et d'abord utilisé par les habitants. Et si les habitants l'utilisent, nos visiteurs l'utiliseront. En tout cas, c'est tout notre objectif. Et juste un petit coup de chapeau, il n'est pas là, mais je tiens à le citer parce qu'on a eu un précurseur tout près de chez nous qui s'appelle Jérôme Lay, c'est le territoire du Seignan. Et on n'est pas du tout innovant puisque lui, il fait tout ça déjà depuis 3 ans, 2 ou 3 ans. Donc voilà, et c'est un tout petit territoire aux portes de Bayonne. Et voilà, et donc quelquefois les bonnes idées, enfin souvent d'ailleurs, elles émanent des territoires qui sont un peu moins connus parce qu'ils ont plus besoin. Voilà, merci. Merci à vous. Et puis justement, pour rebondir, hier, lors de la rencontre Tourisme Lab, Jérôme Lay a témoigné, était un des intervenants. Donc oui, du coup, il a pu expliquer aussi comment ils avaient réadapté pendant la crise Covid la cartographie, même s'ils n'ont pas pu la voir effectivement à l'écran puisqu'elle n'existe plus aujourd'hui. Mais voilà, c'était... Alors, on peut prendre quelques questions, mais comme je suis aussi garante du temps, je vous dirai parfois non. Alors, est-ce que vous avez des questions à leur poser avant de passer aux prochains intervenants? Non? Ben alors, on vous libère. Merci. Merci à vous. Alors, on va accueillir Valentin Baudon de Destination Île-de-Ré et Léo Poiroux de l'agence Raccourci, qui vont venir aussi vous témoigner de leur collaboration. Allez, c'est moi qui commence. Bonjour à tous, donc Valentin Baudon, je suis responsable numérique à Destination Île-de-Ré et je vais vous parler du coup d'un outil qu'on a co-développé, co-conçu avec Raccourci et en à peu près 6 mois. Nous, le premier constat qu'on avait, ça fait longtemps qu'on parle de durable, etc. On en a encore parlé ce matin en plénière. Sauf qu'on avait vraiment envie de le mettre en place et vraiment de joindre les actes à la parole. Et au niveau de notre direction, on a eu la volonté de vraiment supprimer pour nous tout ce qui va être les flyers dans nos bureaux d'accueil. Donc c'était vraiment un objectif pour la saison 2020. Et on va voir pourquoi ça s'est révélé être une vraie bonne vision.
Là-dessus, sur la volonté de retirer tous les flyers et diminuer le papier, c'est effectivement pour réduire notre empreinte écologique et aussi puisque ça a un coût. Nous, en termes d'impression, on a à peu près sur l'île de Ré 150 000 guides de poche qu'on édite par an. C'est en termes d'expérience visiteur, c'est pas du tout personnalisé. Enfin, on prend le guide de poche, il vient poser une question, il y a 200 pages, on lui corne la page 40 parce que c'est là où il y a les marchés ou parce qu'il y a le loueur de vélo qu'on lui a recommandé. Et malheureusement, la plupart des flyers et autres, on les retrouve juste devant l'office à la poubelle. Ou alors les gens rentrent, ils échangent même pas avec nous, ils vont directement sur le mur de flyers. Il y en a partout, ils prennent leurs 3-4 flyers et ils s'en vont. Donc le premier besoin pour nous, c'était d'imaginer comment on pouvait réimaginer l'accueil pour retirer justement tout ce papier et personnaliser encore plus l'expérience. Le deuxième constat qu'on avait, c'est que déjà en plus de toute la complexité de leur métier, de saisir les besoins de chaque visiteur, ils avaient un environnement métier qui était absolument horrible. Ils devaient jongler au quotidien à l'accueil entre notre base de données directement, donc notre système d'information touristique, avec un Google Drive où on avait mis des fiches et des pages de contenu, notamment voilà les plages accessibles pour les chiens, enfin toutes les informations comme ça, avec tous nos brochures, nos flyers, avec notre site internet. Enfin, c'était d'une complexité folle. Et donc nous là-dessus, on a déjà en interne commencé à travailler sur un format un peu agile où on a mélangé, et notre direction a voulu mélanger un peu les équipes. Donc forcément, ça touche au numérique, donc ça m'a concerné, mais il y a aussi mon collègue qui est le responsable de l'accueil qui a été investi dans le projet, également tous nos collègues qui sont à l'accueil pour vraiment comprendre quels étaient leurs besoins et comment à partir de là on pouvait réimaginer leur métier. C'est là-dessus on a contacté plusieurs entreprises et notamment l'agence Raccourci qui a tout de suite été emballée par le projet et qui ont rajouté pour nous une brique qui était vraiment hyper innovante et qu'on n'avait pas forcément pensé. C'est au lieu de simplement générer tout ça sous un format, enfin de créer un carnet de séjour pour le visiteur, c'est ce qu'on souhaitait le personnaliser. Et on a apporté cette idée de générer un lien en fait et de l'envoyer au visiteur. On personnalise son carnet de séjour, on lui sélectionne tout ce qu'il veut et on lui envoie un lien. Et du coup, chaque visiteur repart de l'office avec un carnet qui est ultra personnalisé, qui reçoit instantanément. Et c'est vrai que c'est assez incroyable quand on est à l'accueil et qu'on conçoit le carnet de séjour et que son téléphone vibre, il a reçu son SMS, il fait « Ah ok, super !» et il peut repartir avec. On va voir un petit peu après une vidéo de l'outil. Ça sera beaucoup plus parlant pour vous imaginer. Il y a du son déjà. Après, sinon, on se commence. Sinon, c'est complètement pareil, c'est pas grave. C'est pas très grave. Le roadbook, c'est le compagnon idéal du conseiller en séjour. Une application qui lui permet de sélectionner les informations qu'il souhaite transmettre à son vacancier tout le temps qu'il échange avec lui. Leur challenge, produire un document personnalisé pour chaque vacancier, transmis immédiatement après l'échange et sans contact. L'interface a été imaginée avec les conseillers en séjour de l'île de Ré. Leur idée, pouvoir sélectionner le plus rapidement possible les informations que recherchent les vacanciers et leur transmettre le roadbook de leur séjour. Sur leur téléphone, sans avoir à imprimer, chaque nouveau roadbook, c'est un geste pour sauver la planète. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la rapidité, la simplicité et le fait de tout avoir en fait à portée de main. Destination Île de Ré a créé ses contenus pour le roadbook à partir des retours d'expérience de ses équipes. Plus de 200 sélections ont déjà été ajoutées. Chaque destination produit ses sélections sous la forme de pages web administrables depuis le CMS WordPress livré avec le roadbook. Elle configure ses profils et ses catégories. Les conseillers en séjour savent que les seniors demandent par exemple la liste des thalassos et spas qu'ils aiment lire, que les résidents secondaires demandent le plus souvent les cales de mise à l'eau pour leur bateau. Les vacanciers demandent la liste des plages naturistes ou surveillées, où l'on peut pratiquer l'équitation, qui acceptent les chiens, qui disposent de douches pour se rincer à l'eau douce après la baignade. Nombreux sont ceux qui recherchent les événements, les brocantes et vides-greniers qu'ils pourront fréquenter durant leur séjour. Ici, le conseiller peut sélectionner en un clic la semaine en cours, le prochain week-end, filtrer les résultats sur une ou plusieurs communes. Avec le roadbook, le conseiller en séjour travaille rapidement et a réponse à tout. Et si le vacancier pose une question inattendue?
Le conseiller en séjour peut interroger le système d'information touristique en temps réel et ajouter directement au panier une idée d'activité qui pourrait séduire son voyageur. Il peut aussi apporter sa touche personnelle en ajoutant simplement un commentaire. Le conseiller en séjour termine son entretien en qualifiant naturellement le profil de son voyageur. Le vacancier reçoit son roadbook via un email, un SMS ou flash son QR code qui le dirige vers sa web app personnalisée. Il dispose de toutes les informations dont il a besoin pour réussir ses vacances. Donc voilà, vous avez pu voir globalement à quoi ça ressemble à l'accueil. Nous, au-delà de ça, ça nous a amené aussi des questionnements sur la façon d'accueillir. On a vu dans la vidéo, le conseiller, on a un système de double écran, ce qui fait qu'on est complètement transparent avec le visiteur. Il voit ce qu'on est en train de mettre dans son carnet de séjour, vraiment la manière d'un panier e-commerce, on lui ajoute. Et lui-même peut devenir un peu acteur, où il dit, rajoutez-moi ça, etc. Donc ça, on a des retours vraiment très très positifs sur nos équipes, où des vacanciers, après Léo parlera un peu plus de la façon dont on a travaillé, etc. en équipe, des retours sur cet outil. Donc nous, c'est un outil qu'on a imaginé au mois d'octobre. Donc on a eu le nez creux avec la crise, on avait du coup permis d'avoir tout dématérialisé, qu'on a lancé, qui devait se lancer en mars, qu'on a lancé finalement au début de l'été. Donc on a eu sur cet outil déjà énormément de retours, de questionnements d'autres offices de tourisme. En termes de ce qui était un peu compliqué, c'est que ce lancement a été en pleine saison. Nous sur l'île de Ré, c'est vrai qu'en saison on a beaucoup de monde à l'accueil et on n'a pas pu forcément faire tous les petits retours et autres qu'on voulait. Donc on a dû gérer tout ça en temps réel. En termes de volume et d'expérience, c'est un outil qu'on utilise effectivement à l'accueil, mais aussi sur notre chat en ligne. On a un système de prise de rendez-vous avec un conseiller qui dure 10 minutes. Donc, la personne peut choisir un créneau et avoir un rendez-vous qu'à conseiller par email, etc. Donc, nous, cet été, c'est à peu près un peu plus de 10 000 roadbooks qu'on a créés. Et c'est donc toute notre équipe de conseillers qui se l'est approprié très facilement, puisqu'ils avaient été impliqués à toutes les étapes. En termes de retour, pareil, c'est une grande réussite. Enfin, nous, on a interrogé, on a eu 266 réponses jusqu'en septembre là-dessus, et plus d'un visiteur sur deux et s'est retrouvé dans notre démarche. Il a trouvé ça pertinent de limiter le papier et les flyers et a trouvé intéressant de recevoir son carnet de séjour. Il y en a plus de 60% qui sont prêts à le recommander. Donc pareil, pour nous c'est une grosse réussite, surtout sur une première saison et avec des clientèles, notamment en juin ou en septembre, qui vont être un peu plus âgées et moins familières du numérique. Et pareil, ce qui sera confirmé sur la saison prochaine, c'est que 75% sont prêts et pensent l'utiliser lors d'un nouveau séjour, puisque justement le principe de ce site internet, c'est que les informations dessus ne périment pas comme un comme un guide de poche papier ou un document PDF, parce qu'à chaque fois qu'il se reconnecte, si on lui a mis la liste des animations, elles se mettent à jour, et s'il revient à la Toussaint, toutes les animations auront changé, etc. Pareil pour les restaurants qui seront ouverts et autres. Et donc là-dessus, pour nous, c'est un partenariat complètement réussi, et je vais laisser la parole à Léo pour rentrer plus dans le détail sur le fonctionnement et comment on travaille. T'avances les slides du coup. Donc sur la manière de travailler avec l'île de Ré, c'est assez nouveau aussi en termes d'organisation. L'habitude, nous, on est une agence assez traditionnelle. Finalement, on répond à des appels d'offres de destinations touristiques, etc. Là, dans ce cadre-là, donc il y a bien eu une consultation, mais le cahier des charges était vraiment très ouvert en disant soyez innovants, essayez de nous amener des nouvelles idées, des nouvelles manières de penser l'application. Donc avec la destination, on a vraiment fait une feuille blanche. On a essayé de s'organiser vraiment en mode très très agile. C'est-à-dire qu'on a amené les développeurs au sein des locaux de l'île de Ré. On a fait vraiment travailler les conseillers en séjour avec nos UX designers, etc. Donc l'idée, c'était vraiment à phase de petits pas, d'avancer et d'essayer de faire l'application la plus adaptée à la destination. On l'a vraiment travaillé. En plus, ça s'est fait en mode confinement. Donc, on a essayé de faire tout ça, le mode agile, mais avec de nombreux outils de collaboration, des outils vraiment de chat, de visio, d'échange. Donc, beaucoup de wireframing. On a fait beaucoup tester l'application avant de la mettre entre les mains des conseillers en séjour. Ça a eu un fort intérêt aussi, c'est que finalement, le jour où l'application, on l'a installée dans tous les bureaux d'office de l'île de Ré, tous les conseillers en séjour l'attendaient en fait. Ça faisait 2 mois qu'ils travaillaient dessus, donc ils attendaient vraiment le moment
moment où vous allez pouvoir l'utiliser et commencer à générer du roadbook pour l'ensemble des vacanciers. Et donc nous, ça a été vraiment voilà un échange très riche avec la destination, et cette application-là, on continue de la faire développer. L'idée, nous, au sein de Raccourci, c'est de créer des communautés d'utilisateurs. Donc, à chaque fois qu'une destination travaille sur un produit, on essaie de fédérer une communauté, qui ait des échanges d'idées entre les destinations et avec nous pour faire évoluer l'application. Donc là, l'application, elle va vraiment évoluer dans le futur. On a sorti, donc là, dans la vidéo, vous avez vu le vacancier, il reçoit un petit site qui est complètement personnalisé. On vient de faire un nouvel look complet qui permet à la destination d'administrer, de pousser des choses, d'actualiser l'application quasiment tous les jours, de dire ce soir, attention, il y a le feu d'artifice, etc. Donc, ça soit vraiment une application de conciergerie pour le vacancier. Donc ça, c'est quelque chose qui vient de sortir, qui a été mis en ligne en début de semaine. Donc, vous l'avez pas vu dans la vidéo, mais on a une nouvelle présentation de la web app. Et après, sur l'ergonomie, on améliore aussi en permanence ce qu'on peut faire. On essaie toujours de gagner du temps. C'était quand même l'objectif aussi. Un conseiller en séjour, c'était son cahier des charges. J'ai 2-3 minutes pour générer un carnet de séjour. Il faut absolument que j'aille le plus vite possible. Donc, on va essayer de rajouter des éléments d'ergonomie pour que ça aille de plus en plus vite, qu'on puisse générer des pré-roadbooks, etc. Ça y est, on voit une famille d'Allemands en claquettes qui arrive automatiquement. Paf, je lui génère son roadbook avec un ensemble de feuillets qui sont déjà un petit peu prédéfinis pour cette type de clientèle, etc. L'intérêt aussi de toute cette application-là, finalement, c'est qu'on a beaucoup de statistiques, beaucoup de données, que finalement on récupère aussi des informations sur les utilisateurs. Donc l'objectif, c'est de brancher tout ça avec une GRC assez poussée, faire de l'automatisation d'envoi d'emails, l'automatisation de push. Donc ça, c'est les choses sur lesquelles on est en train de travailler actuellement. Et un dernier point aussi qui va arriver, c'est beaucoup de statistiques. Actuellement, on mesure beaucoup de choses sur l'application, sur ce que font les conseillers en séjour sur l'application, qu'est-ce qui a été donné le plus de fois, qu'est-ce que les gens demandent finalement, et ce qu'ils demanderont cet été ne seront pas ce qu'ils demanderont cet hiver, etc. Donc, ce qu'ils ont demandé, voilà. Donc ça, on est en train de construire avec les destinations un tableau de bord de visualisation un petit peu de qu'est-ce qui se passe sur le territoire. Est-ce que les gens au nord de l'île demandent la même chose que les gens qui sont au sud de l'île, etc. Voilà. Donc, on a forcément plein d'idées et ça va évoluer dans le temps autour de tout ça. Et je te laisse. Et du coup, le petit mot de la fin, effectivement, nous avec Raccourci, c'est une relation qui est assez intéressante parce qu'on est vraiment dans une relation agile et itérative. Et donc, on a eu une première version qui est sortie en juillet, une deuxième version qui est sortie fin août, avec justement tous les retours collectés, etc. Là, la version dont Léo parlait de l'application mobile, pareil, c'était avec les retours des visiteurs qu'on a eu par rapport à leur utilisation. Et donc, voilà, de voir comment on peut l'améliorer au fur et à mesure. Et pareil, nous, après l'étape à venir, on a déjà commencé à travailler avec nos partenaires qui sont les hôteliers, les campings et autres, à leur fournir justement cet outil pour nous devenir garant de l'information qu'ils donnent, qui maîtrisent mieux le territoire, que ce soit plus simple pour eux d'intégrer des saisonniers et autres. Et là, pareil, avec Raccourci, on a encore cette logique de groupe de travail, d'échange, de prototypage avant de lancer cette nouvelle version et autres. Voilà, merci beaucoup. Nous, on a terminé. Raccourci à un stand de l'autre côté si vous voulez plus d'informations. Valentin et moi, pareil, on sera ravis de répondre à vos questions si vous nous topez sur le salon. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous deux. Alors effectivement, si vous avez des questions, je vous inviterai à aller sur leur stand parce que du coup, on est contraint par l'horaire et on va accueillir les derniers intervenants. Donc Frédéric Azema et Ludivine Blanchard de Iris Interactive, et donc ils vont témoigner aussi au nom de Berry Province qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, nous devons excuser Fanny et Chloé qui n'ont pas pu venir nous rejoindre aujourd'hui. Alors, on ne va pas forcément vous parler d'un produit en particulier, mais une nouvelle manière pour nous de collaborer avec nos clients autour de projets innovants. L'année dernière, nous avons décidé de créer un laboratoire d'innovation. Alors, nous sommes comme nos confrères de Raccourci, hein, nous sommes agence web traditionnelle, généraliste, même si aujourd'hui on travaille avec un peu plus de 160 destinations. Mais voilà, on répond effectivement à des consultations, à des marchés de manière assez traditionnelle. Et nous avons remarqué en échangeant régulièrement avec nos clients qu'ils avaient besoin d'innovation. Ils avaient des envies, ils avaient des rêves. Ils n'avaient pas forcément les moyens de les financer. Et nous, clairement, nos équipes ont besoin d'être challengées techniquement, ont besoin d'être stimulées. On le ressentait
de plus en plus. Et on a réfléchi à mener des actions autour de ces deux besoins. Et on a décidé en 2019 de créer notre premier laboratoire d'innovation où nous avons sélectionné un panel de clients. Alors des clients d'envergure différentes, hein, des régions, des départements, des offices de tourisme ou des pays touristiques, et sur des stratégies très différentes et sur des territoires très différents, donc de montagne, campagne, littoral, etc. Donc on a sélectionné une dizaine de clients. Nous avons mené des enquêtes auprès d'eux, des benchmarks autour d'idées, de besoins, de stratégies, de rêves. Donc ça, c'est une enquête qui a duré près de 2 ou 3 mois, avec des échanges très réguliers, des enquêtes menées également en interne sur les différents métiers de la destination. Et nous avons ensuite, de notre côté, mené des différentes réunions avec des équipes techniques, avec nos directeurs conseils, avec les directeurs artistiques, les consultants e-tourisme et les chargés de projet pour voir de ces besoins quelles idées innovantes on allait pouvoir ressortir. Alors, il ne s'agissait pas juste de mettre en place une nouvelle évolution fonctionnelle sur un site. Voilà, il fallait que ce soit ambitieux, tout en sachant qu'on avait aussi une réalité économique derrière tout ça. Mais on a pensé à un modèle économique qui allait être gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on a proposé aux destinations d'être sur du financement participatif. On leur a proposé également de mettre la main à la poche puisqu'on cofinance toutes les innovations. Et on leur a proposé de reverser des dividendes, des produits que par la suite on allait commercialiser pour alimenter alimenter le laboratoire d'innovation, l'Iris Lab, et financer de nouvelles innovations. Voilà le principe, en tout cas, sur lequel nous sommes partis. Tu me coupes, hein, donc, comment ça s'est passé concrètement? Suite à ces différentes enquêtes, on a ressorti 3 idées d'innovation, puisque finalement, on s'apercevait qu'ils avaient tous le même besoin, absolument tous, sur comment soutenir l'activité économique sur le territoire, comment être présent auprès des vacanciers qui n'allaient pas venir chez eux. Ça représente près de 80%, enfin 80% des vacanciers qui n'allaient pas pousser la porte de l'office de tourisme. Donc néanmoins, il faut interagir avec eux, avoir un conseil plutôt personnalisé, profilé. Comment sur nos sites de destination on arrive à être dans la recommandation vraiment poussée, affinitaire. Et effectivement, mais je l'ai déjà dit, le soutien effectivement économique du territoire. Donc, quelle que soit la destination et l'envergure de la destination, ils avaient quasiment tous le même besoin. Donc, on a imaginé 3 produits qu'on leur a proposés lors d'un séminaire. On les a accueillis à l'agence. Effectivement, on leur a proposé ces produits-là. On avait d'ores et déjà une idée de l'enveloppe budgétaire que ça allait nécessiter. Ils ont ensuite réfléchi évidemment à leur capacité en interne de pouvoir déployer l'outil et le financer. Et une fois que tout ce temps de réflexion a été validé, on s'est lancé dans les spécifications. Donc, toutes les destinations ne sont pas investies dans le projet. Les destinations, voilà, qui n'étaient pas forcément en capacité de le faire, mais en tout état de cause, il était important pour Iris Interactive que ces projets-là puissent sortir, et nous avons largement également financé ces produits-là. Donc, tu veux peut-être plus parler de la partie des... Une fois qu'on a eu lancé en fait les concepts et qu'on a su quelle destination allait investir dans tel ou tel produit, ce qui a été hyper intéressant aussi, un petit peu à la manière de la façon dont vous êtes organisé, c'est que les destinations qui ont choisi d'investir ont participé très clairement à la rédaction des spécifications fonctionnelles.
Là où c'était hyper intéressant pour nous, Frédéric l'a dit tout à l'heure, c'est que c'était hyper motivant aussi. C'était une autre manière de travailler pour nos développeurs, plutôt que le suivi d'un projet, le développement d'un projet classique. C'était hyper motivant pour nous consultants, puisque on écoutait l'expression d'un besoin vraiment terrain et vraiment métier. C'était pas juste voilà une idée que nous on allait proposer, ça ressortait véritablement d'un besoin terrain. Et donc on a spécifié tous ensemble, on a développé ensuite les produits. Et au fur et à mesure de leur déploiement sur les territoires, ça nous a permis aussi d'avoir une phase de recettage très intéressante et une organisation, une méthodologie très différente. Parce que pour le coup, dès qu'on avait des retours de destination, c'était de façon la plus agile possible comment on allait pouvoir rectifier et apporter des fonctionnalités complémentaires pour que le produit puisse vraiment coller au maximum aux besoins initial de la destination. Voilà pour ce qui est en tout cas de la partie développement. Ensuite, au stade où on en est actuellement, après un an de création de l'Iris Lab, c'est que sur les 3 produits qui en sont ressortis, il y en a 2 qui sont en phase de finalisation. On accompagne bien évidemment, les destinations qui ont financé au tout départ dans le déploiement de l'outil pour que vraiment elles se l'approprient et que ça puisse être le plus utilisé possible. Et puis, sur ces 2 produits-là, on va être amené, comme tu le disais, à les proposer à d'autres destinations, puisqu'on imagine bien que de toute façon, il y a des besoins qui vont se regrouper. Et de ces nouveaux produits vont ressortir un financement, effectivement, de nouvelles destinations qui vont venir alimenter un pot commun et pour l'année prochaine, en tout cas, une nouvelle édition de cet Iris Lab. C'est là où c'est intéressant aussi, au-delà de la partie méthodologie, au-delà de la partie, c'est aussi un échange qui est différent avec nos clients et donc forcément des interactions qui sont très enrichissantes. Ce qui est intéressant aussi sur ce type de projet, c'est qu'on peut faire appel, et on a fait appel par exemple à des synergies avec des startups. C'est-à-dire que sur un des produits, on a également intégré une startup qui va apporter une partie fonctionnelle du dispositif. Donc on ne le fait pas forcément seul. Notre cœur de métier, c'est pas de répondre à on est agence web, on ne peut pas tout faire, donc on sélectionne et on aime travailler avec d'autres partenaires qui sont ici présents ou avec des startups que nous intégrons dans nos propres dispositifs. En termes, là aujourd'hui, les destinations sont en train de déployer les outils, donc nous allons bientôt rentrer dans une phase de commercialisation, donc 2 produits. Un qui s'appelle Nestor, qui est un assistant digital pour les nouveaux voyageurs. Donc, on est autour de notions d'internet de séjour, effectivement, sur un autre pan que nos confrères de chez Raccourci. On est plus sur la cible vraiment voyageurs et vacanciers sur place. Et effectivement, là, on a aussi intégré des nouvelles technos qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'utiliser et qui vont nous permettre également de faire évoluer nos outils finalement du quotidien et en faire profiter bien d'autres destinations. Et un autre produit qui est un moteur de recommandation qui s'appelle Tourism Affinity et qui va bientôt être déployé sur 3 destinations. Et dès lors que ces premiers clients bénéficieront, on rentrera dans une phase de communication. Un 3e outil va voir le jour certainement l'année prochaine. Alors, on parlait d'écueils parce qu'il y a toujours quand même des écueils, surtout sur une première édition. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'agilité et de travailler avec une dizaine de clients demandait du temps, de l'énergie, et que parfois les calendriers se décalaient. Et que peut-être on devait aussi imaginer des innovations moins gourmandes. Alors ça ne veut pas dire si c'est petit, c'est une petite fonctionnalité. Non, il y a des choses qui peuvent être très innovantes
et sur des budgets moins importants. Là, pour donner quelques chiffres, hein, une des innovations en termes de temps d'investissement représenterait plus de 100 000 euros d'investissement. Ça prend du temps, évidemment, donc parfois on peut être moins réactif sur le déploiement des outils. Donc effectivement, sur la deuxième édition, il faudra qu'on réfléchisse aussi à des outils un peu plus, je trouve pas le mot, pardon, un peu moins chronophage. Merci beaucoup. Voilà. C'est bon. Enfin, si vous avez des questions, on peut en prendre quelques-unes. Sinon, Iris Interactive a un stand aussi de l'autre côté, dans la salle d'après. S'il n'y a pas de questions, bah moi, je vous donne rendez-vous à 17 h pour un pitch inversé. Donc, ce sera Olivier Ocelli, le directeur de l'Office de tourisme de Bordeaux, Paul Arsenault, le vice-président innovation du Tourisme Lab de Montréal, et Claire Saffort, responsable tourisme au Crédit Agricole, qui du coup vous exprimeront leurs besoins et attentes et la façon dont ils travaillent avec les startups. Merci. Et puis si jamais vous voulez me rencontrer au titre du Tourisme Lab, bah, vous me trouvez par là, soit aux horaires du programme Startup, soit sur le stand de la région Aquitaine. Et puis de toute façon, on aura l'occasion de se revoir dans les semaines et dans les mois à venir. Donc il ne faut pas vous inquiéter si on ne se voit pas pendant les ET. Merci, bon déjeuner à tous. Au revoir.